Il nous reste 2 pouvoirs importants, ils sont tous importants, mais le plus important, c'est vraiment le pouvoir de la résolution et c'est celui qui a besoin de plus de causes pour être produit de manière authentique. Le pouvoir de la résolution donc et le pouvoir de la fondation. Heu, J'espère on va avoir un peu plus de temps pour méditer et un peu plus de temps pour les questions, parce que vraiment les 2 premiers pouvoirs étaient heu, assez riches. Bon, les 2 autres le sont aussi, mais peut-être qu'on peut en dire un petit peu moins pour laisser un peu plus de place pour, la méditation et vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et même, je vous invite à poser des questions. C'est vraiment bien parce que ça bénéficie à tous et à toutes. Et puis moi, ça me permet de savoir aussi quels sont vos doutes sur les choses que je présente. Voilà, donc on va commencer cette session comme à chaque fois par un petit peu de méditation de placement. Placement qui est une méditation non analytique, c'est-à-dire que l'esprit là, heu, il est pas en train d'analyser, d'essayer de comprendre, il se place simplement. Il se place sur un objet qui est choisi par nous, avant la méditation. En général, c'est mieux parce que si on ne choisit pas vraiment l'objet, il peut arriver qu'on commence à méditer sur le souffle et puis on se dit: «Oh non, mais tiens, je vais faire une visualisation» et puis on finit par faire que cette méditation devient une forme de distraction. On passe d'un objet à un autre. Vraiment la manière de décrire cette méditation de placement, c'est comme une encre. On a cet esprit qui dérive comme, petit fétu de paille sur l'océan et on va jeter une encre profonde qui va nous permettre de garder, heu, contact avec un objet. On appelle ça objet en méditation, mais c'est vraiment un objet de méditation. C'est pas un objet, physique, hein. On dit objet de méditation parce que c'est un support de méditation et on va le faire maintenant sur le corps. Hier, on a fait le souffle, aujourd'hui, on va faire sur le corps. Très important d'avoir un corps qui est disponible, qui est détendu, support à la méditation et qu'on va installer dans un calme, une détente propice à la concentration. Donc je vous invite à prendre une position de méditation confortable. Il ne s'agit pas de se faire mal en prenant une position de méditation parce qu'on a vu que méditer en lotus complet, c'était pas mal. Non, si dans la méditation, notre esprit est seulement focalisé sur la douleur, si on ressent une douleur, alors il vaut mieux changer de position et s'allonger si on a des douleurs de dos trop intenses, par exemple, pour laisser de la place à l'esprit de se détendre. Parce qu'on ne peut pas commencer l'entraînement avec un niveau tel que dès qu'on commence à méditer, on est pris par la douleur, par exemple. Donc cette position de méditation confortable, elle est importante pour commencer. Je vous invite à essayer de la trouver dans votre corps, dans votre position, comment l'incarner. Et avant de commencer à scanner le corps et dissoudre les diverses tensions, on va essayer de comprendre rapidement qu'est-ce que sont ces tensions. Ces tensions, elles résultent d'un manque d'attention, d'une habitude aussi parfois. Et quand on a des tensions musculaires, c'est un petit peu comme si on était dans un starting block, le corps très tendu, prêt à bondir.
et prêt à être distrait, on pourrait dire. Donc chaque fois qu'on va dissoudre une tension musculaire, on peut se dire également qu'on désactive la propension du corps à bondir, à être distrait, à vaquer à une autre occupation. Et on va faire de cette détente musculaire une revendication profonde de notre appartenance au présent et de notre compréhension de l'importance de s'installer dans le présent, du contentement. Il ne s'agit pas juste d'avoir une partie du corps qu'on va simplement relâcher. Ça, ce serait trop simple, trop simpliste. Nous, ce qu'on va faire dans cette méditation sur le corps, c'est certes de relâcher ces tensions, mais de comprendre que à travers ce relâchement, c'est un petit peu de l'esprit qui va se calmer, se focaliser. Et nous qui allons reconnaître et revendiquer un peu plus l'importance du présent. Ce corps qui s'installe dans le présent, c'est notre esprit qui s'installe également dans le présent. Et c'est ce qu'on cherche à faire dans cette méditation de placement. Donc on peut observer à présent nos pieds, défaire ces tensions musculaires qui n'ont pas de fonction particulière, qui ne servent pas à la tenue du corps, à la posture, les mollets, les cuisses, les fessiers, l'abdomen, le torse, le dos, et si dans ces parties du corps, on n'observe pas de tension, ça n'empêche pas d'installer ces parties du corps dans le présent, comme si on était conscient de leur poids, comme si elles s'ancraient dans le sol, comme si elles se plantaient comme un pieu profond dans une terre meuble, les épaules, les mains, les bras, les épaules à nouveau,
le cou, la bouche, la langue, la mâchoire, le contour des yeux, le front, la nuque. Et on va faire la même chose maintenant, mais un peu plus rapidement. Donc je vais donner les différentes parties du corps et vous allez essayer de détendre, d'installer ces parties du corps dans leur immobilité naturelle. Et après, on va conjoindre cet exercice, cette méditation avec le souffle. Les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, l'abdomen, le torse, les mains, les bras, les épaules, le dos, le cou, la bouche, le contour des yeux, le front, la nuque. Maintenant, on essaie d'avoir une vision d'ensemble du corps. S'imaginer une fois encore que ce corps est une machine dont on aurait coupé les fils, les câbles, désactivé le moteur, comme ces vieilles voitures qu'on laisse à l'abandon et qui finissent par être recouvertes de végétation, s'enfoncer dans le sol, comme ces vieilles charrues. Et il est important que dans la méditation, on soit à la fois observant des choses qui fonctionnent, comme des choses qui sont un petit peu de l'ordre des tensions, parce qu'il arrive souvent qu'on commence la méditation et en fait, on est beaucoup plus, alerte de nos distractions, à l'affût de nos distractions, plutôt que des moments où on est vraiment concentré. Et cette pratique de la méditation doit être, équilibrée et même plus observante des choses qui fonctionnent dans la méditation que des choses qui coincent, qui sont problématiques comme des distractions. Parce qu'il est évident que si on observe dans notre esprit que les distractions au moment où on médite, on ne peut pas concentrer l'esprit, parce qu'on ne peut pas nourrir cette méditation avec de la joie, avec du bien-être,
pour ça que ce qu'on fait maintenant, c'est observer maintenant le corps immobile, cette inertie du corps qui n'est pas seulement une absence de mouvement, qui est aussi productrice de détente, de bien-être, de calme. On n'a pas besoin de bouger, on est installé là, maintenant. Et maintenant, on va conjoindre le souffle avec cette stabilité, cette détente. On va avoir l'impression que le souffle rentre par nos pieds et irrigue chacune des parties de notre corps en apportant de la détente, des pieds jusqu'au sommet de la tête dans l'expiration et pendant l'inspiration, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Toutes les parties de notre corps sont saturées de cette détente, du souffle calme, comme une pièce de coton est saturée d'eau. Et on va pouvoir conduire cette méditation à son terme, réouvrir les yeux et conserver la qualité de cette attention, de cette clarté mentale qui a été activée dans le but bien précis de faire que les choses qu'on comprend, elles résonnent un peu plus en nous. On va voir avec la résolution à quel point c'est important parce qu'il ne faut pas que ce soit seulement des mots. Il faut que ce soit derrière les mots des expériences authentiques, véritables, pour transformer nos habitudes, certaines de nos habitudes. Donc dans ces 4 pouvoirs d'opposition, on n'a pas à citer le pouvoir de la concentration, mais évidemment qu'il est
important. Ce n'est pas un pouvoir d'opposition, même si quand on développe le calme mental, ça vient s'opposer à la distraction. On peut dire que le calme mental, c'est un antidote à la distraction, à l'excitation, à la fragmentation mentale. Donc oui, la concentration, c'est un antidote. C'est déjà ce qu'on a vu hier. Ça vient contrer la propension de l'esprit à vagabonder d'un objet à un autre. Mais elle n'est pas inclue ici parce que ce n'est pas vraiment une pratique de purification, comme on l'appelle dans le bouddhisme. Donc on a vu hier les 2 premiers pouvoirs d'opposition qui sont bien souvent responsables d'un changement de nos habitudes. Ils sont en, heu, en fond, ils sont derrière souvent nos transformations profondes, intérieures. Ils ne sont pas nécessairement tous équilibrés de la même manière quand on transforme une habitude. Je peux prendre un exemple, par exemple. On se lève le matin et on se dit: «Aujourd'hui, j'arrête de fumer». Ça arrive à plein de gens, hein. Ils commencent, avec, cette résolution forte. Ils se lèvent un matin, ils n'ont pas fait d'hypnose, hein, ils se lèvent un matin et ils se disent: «Ça y est, j'arrête de fumer». On a vu l'exemple, que j'ai cité hier de Jean Valjean qui, au moment où il vole à cet enfant, il sait déjà que c'est la dernière fois qu'il le fera. Il vole à cet enfant et il sait profondément que même s'il le fait à ce moment-là, c'est la dernière fois qu'il le fait. Donc on pourrait se dire, là on voit un exemple d'une habitude dans laquelle la résolution est presque, uniquement le seul pouvoir invoqué dans cette, transformation d'habitude. Mais on peut se poser aussi la question, est-ce qu'avant cette résolution, il n'y a pas eu quand même un travail, de fond? Heu, on n'en porte pas vraiment attention, de ça, mais pour celui qui s'est arrêté de fumer, qui se lève un matin avec la résolution en se disant: «Allez, c'est fini, plus jamais». Il y a certainement eu, dans les semaines, les mois qui ont précédé, le pouvoir du regret, parce que sinon, si on n'a pas de pouvoir du regret, si on ne considère pas les fautes de fumer, on ne va pas avoir envie de s'arrêter. Donc il faut nécessairement observer les problèmes qui sont générés par le fait de fumer, par exemple. Je prends cet exemple, hein, qui peut nous parler. Donc dans les jours, les mois qui ont précédé, il y a certainement eu l'activation de ce pouvoir du regret. Même si ce regret, hein, on a vu hier que c'est plus intéressant d'aller au-delà du mot même. C'est le mot qu'on a choisi comme une traduction du tibétain ou du sanskrit, mais certainement que dans leur langue, la connotation est beaucoup moins connotée, heu, que chez nous. Parce qu'en substance, le regret, c'est vraiment l'observation des fautes de quelque chose. De commencer à reconnaître que certaines de nos habitudes, même si au départ, elles nous donnent l'impression d'avoir de grandes qualités, ben, peut-être pas. Quand on fume et qu'on n'a aucun regret, qu'on n'a aucune impression que le l'acte de fumer, c'est problématique, ben, on le fait, on continue et puis c'est plaisant. Quand on commence à se dire tout ce que ça peut nous apporter de négatif, on commence à transformer notre perception. Donc celui qui se lève un matin en se disant: «Ça y est, c'est terminé», il est fort à parier quand même qu'il ait développé ce pouvoir du regret. Parce que sinon on ne peut pas transformer une habitude, si on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Je répète un peu, hein, mais heu, c'est pour bien le mettre, en avant ça. Puis il est possible aussi que cette personne, elle était inspirée aussi par ce que nous, on va décrire comme le pouvoir de la fondation, mais c'est le pouvoir de l'inspiration aussi, c'est de se dire: «Waouh, je rêverais ne plus avoir à fumer, retrouver mon goût, avoir une peau en bon état, pouvoir faire du sport sans être essoufflé». Heu, cette personne s'est levée le matin en se disant: «J'arrête de fumer», mais certainement que dans les mois et les jours qui ont précédé, il a aussi activé le pouvoir de la fondation, c'est-à-dire qu'il s'est inspiré, il s'est imaginé lui-même
libre de l'action de fumer. Il s'est projeté, il se dit: «Ah ouais, je vais pouvoir refaire du sport, mes poumons vont commencer à changer de couleur, je vais, moi j'ai fumé à une époque, hein, et je pense que personnellement ça a été un c'est entré dans l'équation, l'observation futur en se disant: «Voilà ce que je vais pouvoir faire. Je vais peut-être pouvoir vivre plus longtemps. J'aurai peut-être pas, un cancer, à 50-60 ans. Peut-être que je vais l'éviter, peut-être pas, mais j'ai quand même plus de chances de ne pas en avoir, d'être en meilleure santé. Si le but de mon existence, c'est de développer l'esprit, d'aider les autres autant que possible, autant avoir une vie longue. Ce serait super si j'avais une vie longue». Donc le pouvoir de l'aspiration, la fondation, il est également activé, même si on se dit: «Oh, j'ai eu le déclic comme ça». Mais il n'y a pas de choses qui sont un déclic et qui vient de rien. C'est surtout qu'on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, on a l'impression que c'est: «Oh, je me suis levé un matin». Non, non, mais moi j'ai eu besoin de rien. Je me suis levé le matin, ça s'est fait. J'ai pris la résolution, mais non, en fait, on se rend compte en observant que c'est souvent le résultat d'une lente maturation, mais qui est assez subtile, qui est beaucoup moins évidente, beaucoup moins dramatique dans le sens, de la dramaturgie. C'est-à-dire, c'est moins un événement particulier dont on se souvient parce que c'est une habitude qu'on a prise à répéter les problèmes de cette chose-là. Mais quand on se lève le matin, c'est ça dont on se souvient. On se dit: «Waouh, je me souviens, je me suis levé un matin, c'était fini». C'est heu, beaucoup plus sonnant, c'est beaucoup plus fort, cette résolution. Donc il est fort à parier que même dans cette situation-là, où on a l'impression que c'est vraiment uniquement la résolution qui a permis d'arrêter de fumer, non, la résolution, elle est déjà le résultat de quelque chose. Et je pense que c'est difficile de penser qu'on puisse avoir une, transformation d'habitude sans avoir ces 4 pouvoirs d'opposition. Alors ils sont peut-être pas équilibrés de la même manière, peut-être qu'il y en a un qui est dominant. Il y a des gens qui prennent des résolutions, très rapidement, sans développer nécessairement le pouvoir du regret. Il y a des personnes qui sont très forts à regretter les choses qu'ils font et puis qui ne prennent pas de résolution. Il y a des personnes différentes, hein. Moi, je sais que je suis très fort pour le 1er pouvoir du regret et résolution, c'est plus difficile, hein. D'ailleurs, c'est plus difficile la résolution. Une résolution de qualité, c'est vraiment le pouvoir d'opposition le plus important, mais c'est le plus difficile à prendre. C'est facile de dire les choses, de les verbaliser, mais la résolution profonde, c'est beaucoup plus que de simplement, émettre des sons avec notre bouche ou dire: «Ça y est, je m'arrête». C'est de passer à l'action. Donc la définition heu, du pouvoir de la résolution, c'est vraiment de se réfréner des actions non constructives. On parle du pouvoir de la résolution, mais on peut dire également le pouvoir de se détourner des fautes. Des fautes, ça n'a pas d'aspect moral, hein. C'est simplement de se détourner d'un comportement qui est problématique. Parce que si l'action, je prends l'action de fumer par exemple, si à travers l'analyse, on se rendait compte que l'action de fumer avait que des qualités, même un Bouddha ne pourrait pas dire, «Arrêtez de fumer». C'est-à-dire qu'on se détourne des choses que lorsqu'on perçoit que ces choses, elles ont des problèmes. C'est pas moral en disant: «C'est mal de fumer parce que ça sent mauvais», quand on est dans une gare et que les gens fument autour. C'est pas du tout cette considération-là, c'est la considération de savoir si ça nous rend service ou pas. Si si l'hostilité et certains de nos facteurs mentaux comme l'avidité produisaient le bonheur, le Bouddha les aurait, loués, ces facteurs mentaux, ces émotions. Il aurait dit: «Non mais continuez à en avoir». Mais son observation empirique et valide a permis de conclure que ces émotions perturbatrices, même si sur le moment elles nous donnent l'impression de nous calmer, à long terme, elles perpétuent en nous quelque chose. Et elles sont beaucoup plus problématiques à long terme qu'elles n'apportent à court terme. Et quand on fait la balance de l'un avec l'autre, on se rend compte, waouh, le prix à payer à long terme pour se
petit moment où je vais crier sur quelqu'un parce que ça me fait du bien, parce que ça soulage cet inconfort que je ressens, dans la balance, ces deux choses n'ont rien à voir. Il y en a un qui est beaucoup plus négatif parce que la perpétuation de ces émotions perturbatrices, à long terme, provoque euh, des effets secondaires qui sont très forts, qui sont très puissants. Donc on se détourne uniquement des choses qu'on identifie comme problématiques. Si les choses étaient par nature positives, on devrait non seulement ne pas s'en séparer, mais on devrait les cultiver. Donc tout le sujet de ce qu'on appelle la vertu et la non-vertu, c'est simplement si ces choses-là, elles sont à même de nous rendre service ou pas. Et quand on parle de comment changer une habitude, c'est en l'occurrence une habitude qui longtemps nous est apparue comme bénéfique, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait, elle nous apporte quelque chose sur le moment, mais on oublie le prix qu'on paye à long terme. Et ce prix qu'on paye à long terme, il est beaucoup moins évident à amener à notre esprit que les bienfaits à court terme qu'on perçoit de cette chose-là. Et c'est vraiment ça un bug de notre esprit, c'est qu'on est beaucoup plus enclin à percevoir les qualités des choses quand on les goûte. Par exemple, l'acide gras trans, je ne sais pas si c'est très bon à manger pur, hein. Sans doute que, sans doute pas. Mais quand on a ces, cette nourriture très grasse, très sucrée, avec des petits cornichons, les genres Big Mac, euh, sur le moment, on est en contact avec quelque chose de plaisant. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer les problèmes qui sont liés à une alimentation comme celle-là, si on devait manger que ça tous les jours, par exemple. C'est facile à s'imaginer. On n'a pas besoin de s'imaginer que c'est plaisant, parce que ça l'est sur le moment. Mais on doit s'imaginer que c'est déplaisant, parce qu'il faut se l'imaginer de l'avenir de cette alimentation qui, répétée longtemps, va produire des dérèglements dans le corps. Donc d'un côté, on a ces choses qui apparaissent presque sans qu'on ait besoin de les conjurer, ce plaisir, et de l'autre, il faut s'imaginer les défauts de quelque chose. Et ça demande un effort. C'est moins automatique. C'est pour ça que transformer une habitude, ça a un côté un petit peu laborieux au départ, parce qu'on est obligé de voir à long terme des choses qui sont beaucoup moins manifestes que les choses qui sont les bénéfices à court terme. Une relation toxique, par exemple. On vit dans une relation toxique avec un partenaire. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être positives, qui nous apparaissent aussi. Une forme de sécurité. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont assez apparentes, mais savoir percevoir à long terme les effets de cette chose-là, c'est beaucoup moins manifeste. On appelle ça un phénomène qui est moins manifeste. C'est-à-dire qu'il faut y réfléchir un peu. Donc ce pouvoir de la résolution, c'est quand on a établi fermement les deux premiers pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir de l'antidote et le pouvoir de la compréhension des fautes de cette chose, de cette habitude. Mais on ne s'arrête pas là, parce que si on s'arrête là, on peut par exemple, l'attachement que je peux avoir pour le corps, par exemple. On médite, on applique le pouvoir de l'antidote, et puis après, on n'en fait rien. On se lève de la méditation, et puis on va qu'à nos occupations exactement de la même manière. Ce pouvoir de se détourner des fautes, il faut que ces méditations, elles soient suffisamment puissantes pour qu'elles commencent à s'exprimer en parole et en action. Mais il y a un moment, il faut sauter le pas. Il y a un moment, une fois qu'on a suffisamment assis cette compréhension des fautes et appliqué l'antidote, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut faire le pas, bondir et commencer à prendre une action. Commencer à vraiment se réfréner, se détourner des fautes. Dans le cas de quelqu'un qui est addict aux jeux vidéo, par exemple, il a développé le pouvoir du regret, il a compris, non mais ça c'est vrai, moi je pensais que ça me faisait du bien, parce que j'ai plein de choses positives qui m'arrivent quand je joue, j'ai de l'excitation, et ça c'est très apparent. Ce qui est beaucoup moins apparent, c'est qu'à long terme,
je perds contact avec mes amis, je mange moins, je fais des nuits blanches, je dors pas. Puis quand je suis privé de ces jeux vidéo, je deviens énervé, j'ai de la colère en moi, du ressentiment, de la distraction, une très forte distraction. Et ça apparaît pas au départ. Mais ça apparaît en répétant, en comprenant, en méditant, en se familiarisant. Et une fois qu'on a ce pouvoir du regret fort, qu'on a appliqué l'antidote, on commence à se dire, bon, ben, il faut que je fasse quelque chose maintenant. Il faut que je me détourne du problème. Si je me rends compte que le problème est vraiment problématique, que l'habitude est problématique, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là où vraiment entre en ligne de compte, entre en jeu, pardon, le pouvoir de se détourner des fautes. C'est pas juste à la fin de la réflexion, pof, ça y est, tout est scellé, la résolution est prise. Parce que ce qui arrive en plus assez souvent, c'est que la résolution, elle n'est pas tout de suite vibrante et claire dans notre esprit. Il faut accepter aussi que quand on prend une résolution, il y a une part d'incertitude parce qu'on va se lancer dans un comportement qui nous fait sortir de notre zone de confort, qui, parce qu'il est nouveau, nécessite euh, d'être un peu fébrile. Donc ça fait partie aussi du pouvoir de la résolution, d'accepter l'incertitude, d'accepter que on va se lancer dans une nouvelle habitude et que dans les premiers temps, ça peut être un petit peu déstabilisant parce qu'on va avoir encore ce besoin peut-être de faire cette chose-là, de continuer. Ce pouvoir de la résolution, c'est le pouvoir de se réfréner des actions non constructives. Ce pouvoir de se réfréner des actions non constructives. Et c'est un entraînement, c'est pas comme... Enfin, pour l'illustrer, c'est vraiment comme cet exemple de quelqu'un qui se dit le matin, je m'arrête de fumer. Peut-être que sa résolution, elle arrive comme ça, mais sa résolution, elle va s'exprimer aussi dans les moments où il va être dans une soirée, par exemple, et qu'il va voir les gens fumer autour de lui. Se détourner des fautes, c'est pas simplement au premier moment où on prend une résolution. C'est aussi cette force qui va nous permettre, quand on va être enclin à revenir, à retomber dans cette habitude, de maintenir cette force-là. Donc c'est vraiment un entraînement, c'est pas juste un moment qui arrive au départ, c'est quelque chose qui va se poursuivre. C'est vraiment un entraînement, se détourner des fautes. Et c'est pour ça que la traduction résolution, on a l'impression que c'est la résolution du nouvel an, on a la résolution et puis après, ça y est, c'est parti, toute l'année, on va suivre une nouvelle habitude. Non, c'est vraiment le pouvoir de la résolution. Donc il y a des résolutions de mauvaise qualité, les résolutions type nouvel an, qui sont pas du tout, qui sont isolées, on pourrait dire, des autres pouvoirs, et qui existent parce qu'on a une vision un petit peu simpliste parfois de la transformation des habitudes. On a vu qu'il y a des films où les personnages, euh, ils changent du tout au tout et on ne comprend pas du tout pourquoi. En tout cas, ce n'est pas du tout montré dans le film. Et on se dit, waouh, non, ça c'est quand même pas bien écrit. Un mauvais qui a passé toute sa vie à être mauvais, puis tout à coup, il a des remords et il devient un héros. On n'y croit pas trop parce que ça n'existe pas aussi facilement dans la réalité. Et de la même manière, une détermination et une résolution de mauvaise qualité, c'est celle dans laquelle il n'y a pas vraiment le renfort de la compréhension profonde, où c'est juste des mots. Et des gens qui ont des addictions, par exemple, et qui pensent qu'il faut simplement se détourner du problème sans avoir à le comprendre, ça fait que l'habitude est difficile à transformer parce qu'on oublie que cette transformation, elle nécessite les 4 pouvoirs d'opposition, pas seulement la résolution. Si on s'habitue en plus à prendre des résolutions et qu'on ne les tient pas, on ne peut pas développer l'effort joyeux, l'estime de soi qui permet aussi de soutenir nos efforts. On commence des choses et on ne les termine pas. On se promet toujours, on se lève le matin
on se sent coupable de ce qu'on a fait la veille et on se dit je prends la résolution, mais on n'a pas déconstruit le problème lui-même. On n'a pas compris en profondeur les fautes, on est empreint de culpabilité ou de remords, mais la culpabilité et le remords, on l'a vu hier, ne produisent jamais une résolution totalement authentique. Ça produit une résolution forcée, sans comprendre vraiment les problèmes, qui nous attaque nous-mêmes, qui est corrosive pour notre esprit. Donc cette résolution de Nouvel An, on en a des bonnes aussi, hein, au Nouvel An, mais idéalement, il faudrait que les résolutions de Nouvel An, on commence un mois à l'avance. On commence tout le mois, c'est comme le calendrier de l'Avent, là. Tous les matins, on prend un chocolat, ben là, on va prendre, voilà, on prépare. Moi, je trouve que c'est un super truc, les résolutions de Nouvel An, je trouve que c'est, moi, j'adore ça. Mais il faudrait qu'on les prépare à l'avance, qu'on n'arrive pas au Nouvel An en train de se dire « Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire cette année ?» Parce que c'est un moyen de faire un point aussi. Et donc, la résolution de bonne qualité, ben, c'est celle qui est conjointe avec ses autres pouvoirs. Pour qu'elle soit authentique, il faut qu'elle soit conjointe avec ses autres pouvoirs. Donc la séquence, ça pourrait être la suivante, et on a vu hier qu'il n'est pas nécessaire de commencer par le pouvoir du regret, puis le pouvoir de l'antidote. Hein. On peut commencer par des petites résolutions qui conduisent au regret. On a vu que c'était des causes circulaires cumulatives, donc il ne faut pas penser que c'est organique. C'est un système organique, en ce sens qu'il est complexe. Ce n'est pas une marche, puis une autre. Non, c'est vraiment un système de forces qui se complètent les unes avec les autres. Donc on peut commencer par la fondation, on peut commencer par se détourner des fautes, même si se détourner des fautes sans regret et sans antidote, ça ne va pas avoir nécessairement une grande force. Donc ce qui peut arriver quand on suit ces pouvoirs d'opposition, par exemple, on voit qu'on est addict au jeu, tout se passe bien au départ, on est un petit peu comme dans ce sutra, on se dit ben, « moi je ne vois pas le problème, il n'y a pas de problème ». On ne peut pas prendre de résolution si on n'observe pas le problème. Donc, on observe le problème et on commence à se dire il y a un problème. On commence à vraiment reconnaître qu'il y a un problème. On appose l'antidote en se disant ben, en fait, à long terme, ces choses-là ne sont pas bénéfiques et qu'en plus, c'est un jeu vidéo, c'est complètement virtuel. Ça, c'est le pouvoir de l'antidote aussi, de se dire j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui existe, or, ce sont des formes qui apparaissent parce qu'il y a des contacts électriques qui se font, qui viennent d'Internet, sur des réseaux qui prennent place sur un écran. Et on peut commencer à opposer ce monde virtuel avec le monde réel aussi, parce qu'il y a une vraie différence quand même. C'est un monde aussi, le monde virtuel. Il existe, ce n'est pas qu'il est totalement non existant, mais il a moins de tangibilité que le monde qu'on peut toucher, les choses qu'on peut voir, sentir. Donc ça pourrait être de l'ordre du pouvoir d'opposition, du pouvoir d'opposition de l'antidote. Et vient ensuite le pouvoir de se détourner des fautes. Et là, c'est établir un plan d'action, c'est se dire, bon, bah, comment je fais maintenant? Et là, on va mettre en œuvre ce qu'on appelle la mémoire prospective. La mémoire prospective, c'est la même mémoire qui, quand on doit se réveiller pour aller prendre un taxi à 5 heures du matin pour aller à l'aéroport, à la veille, on se dit, il ne faut absolument pas que j'oublie, il faut absolument pas que j'oublie. Faut que je me réveille parce que si je loupe mon... Et on plante des petites graines qui vont se réveiller à 4h30 du matin dans notre esprit, qui vont... Pouf, on se lève naturellement. Eh bien, on veut faire la même chose pour les habitudes. On veut faire qu'au moment où on est incité à perpétuer cette habitude, on va être réveillé par une petite voix mentale qui va nous dire « Non, tu sais les problèmes, tu te souviens ». Donc, il faut planter ce qu'on appelle cette mémoire prospective. Et là, ça nécessite de plusieurs étapes. C'est déjà de visualiser mentalement ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? À quelle situation on va être confronté? Par exemple, on veut s'arrêter
de boire, il faut savoir visualiser, ben, je vais être dans des moments à la fin de la journée où je vais avoir envie. Je vais être à des moments où je vais être en groupe, où on va me dire, allez, tiens, tu vas quand même bien te boire une petite bière, c'est sympa. Donc, visualiser ces moments et préparer comment on peut réagir à ces choses-là. Ça, c'est vraiment la mémoire prospective qui plante la vigilance dans notre esprit qui est importante. De savoir visualiser les choses comme elles vont se présenter et de savoir comment on va procéder. Donc la première étape, c'est à quelle situation on va être confronté. La deuxième, c'est comment on devrait faire, comment on pourrait faire pour se détourner des fautes quand on va être dans une situation donnée. Et ça, il ne faut pas avoir peur à y vouer, à y consacrer du temps processeur mental, c'est-à-dire passer du temps à le visualiser, ça. Parce que c'est ce qui vraiment crée une force mentale que quand on va être confronté à ces situations, on ne va pas oublier. Et c'est déjà des petites résolutions. Au moment où je vais être confronté à ça, je vais dire non. Avant de voir les grandes résolutions, c'est fini jusqu'à la fin de ma vie, c'est terminé. Je ne vais plus jamais faire de jeux vidéo. Et j'ai rien contre les jeux vidéo, hein, même le tabac en soi, où c'est pas le sujet ici. Hein. C'est vraiment quand ça devient un problème, une addiction, euh, et quand c'est une habitude qu'on souhaite transformer. C'est le côté addictif qui est problématique. Donc déjà, créer ces petites micro-résolutions, s'habituer à avoir des micro-résolutions, se dire, OK, bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Et là, je vais dire non. Et après, on peut commencer à se dire, bon, bah, peut-être que une fois qu'on a visualisé les situations dans lesquelles on pouvait être confronté, comment on va faire? On se dit maintenant, allez, je vais essayer pendant une journée, par exemple, de complètement m'arrêter de fumer. Peut-être qu'on n'a pas besoin de ça, peut-être que notre résolution, ça va être de s'arrêter de fumer totalement, peut-être qu'on est prêt pour ça. L'indication ici, c'est de percevoir ce qui est possible. Et ça, c'est vraiment individuellement de l'ordre de la sensibilité personnelle, de savoir percevoir ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est vraiment être perceptif de soi-même, être capable. Non, non, si je fais un an, là, c'est pas possible. Si je me prive pendant un an de ça, c'est impossible, je ne le tiendrai pas. Ok, bon, peut-être 6 mois. Non, ça, 6 mois aussi, c'est pas possible. Un mois, non, un mois, pas possible non plus. Une semaine, commence à être. Ça me semble pas mal. Une semaine, c'est quand même un effort, mais c'est peut-être faisable. Et c'est ce qu'on doit trouver. Hein. C'est entre le trop simple, qui n'est pas vraiment une résolution, et le trop compliqué qu'on ne tiendrait pas. C'est trouver vraiment ce juste milieu et se dire, OK, je sais ce qui va se passer, je comprends les problèmes, et je les comprends vraiment, hein, à un niveau viscéral, les problèmes. Et je sais que si je ne me détourne pas de ces fautes-là, elles vont revenir. Cette compréhension que j'ai des problèmes, qui peut-être pendant quelque temps va m'empêcher de m'engager dans cette habitude, si je ne prends pas la résolution, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire que dans l'esprit, il y a quelque chose de différent entre ne pas faire quelque chose et en prendre la résolution de ne pas le faire. Quand on prend la résolution de ne pas le faire, on plante quelque chose dans l'esprit qui est beaucoup plus solide que simplement se détourner de quelque chose où on médite sur les problèmes du tabac et puis en fait pendant 2 jours on ne fume pas, mais on n'a pas du tout pris de résolution. On ne fume pas ou on ne s'engage pas dans cette activité ou on ne joue pas aux jeux vidéo parce que c'est vrai que pendant la méditation, on a un petit peu calmé le feu de de cette, de cette habitude. Mais ce qui arrive souvent, c'est que si on ne prend pas de résolution et qu'on ne prépare pas les moments à l'avenir, après 2 jours, on va finir par retomber dedans. C'est pour ça que le pouvoir de la résolution, il vient pour compléter
et asseoir ces découvertes intérieures qu'on a fait en comprenant les problèmes et en apposant le pouvoir de l'antidote. Et ça, on le remarque vraiment quand on médite. On peut méditer sur les problèmes qui sont liés à ces habitudes. Et puis, oui, vraiment, dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, on n'est pas du tout engagé là-dessus, mais on n'a pris aucune résolution. Et bien, ce qui arrive souvent, c'est qu'après quelques semaines, on est obligé de faire le même travail à nouveau. Or, c'est fatigant de refaire le même travail, parce que ça prend du temps. Si on avait assis une résolution forte, on pourrait. C'est plus efficace en fait. C'est de l'optimisation. On optimise. On fait du travail pour comprendre les problèmes, autant que ça serve pendant une durée longue. C'est pour ça que le pouvoir de la résolution, il est important ici. Et là, vraiment, de prendre une résolution en se disant « je m'engage ». Et ce n'est pas simplement de se répéter les mots. C'est en ça où le pouvoir de se détourner des fautes, c'est peut-être plus juste que le pouvoir de la résolution. Ce n'est pas simplement répéter les mots, c'est se dire « ok, je vais en faire un entraînement pour vraiment être sûr de ne pas retomber, que je vais visualiser ce qui va arriver, les situations dans lesquelles je vais être confronté, comment je vais procéder, et m'entraîner à avoir cette résolution plusieurs fois par jour même, à me dire « non, c'est fini, c'est fini ». Et de le répéter, répéter, le répéter, le répéter. Et quand cette répétition elle est conjointe avec une compréhension profonde, elle fonctionne. Elle fonctionne à créer une habitude, à transformer des empreintes karmiques. C'est ce que dirait le bouddhisme, mais en fait, c'est transformer une habitude, transformer des potentiels. Qu'il y a un moment où on finit par faire que on n'a plus besoin de répéter les choses pour qu'elles soient partie de notre expérience, qu'elles soient nous-mêmes, qu'elles soient notre nouvelle habitude, qu'elles soient notre antidote. À force de s'habituer, elles deviennent spontanées, ces habitudes. Et ça nécessite de se rappeler encore et encore, non, c'est terminé. C'est terminé. Pour un an, c'est fini. Alors au premier moment, il y a une forme d'incertitude, un petit peu d'instabilité parce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, mais par la répétition, on finit par vraiment s'en détourner, en répétant encore cette résolution, encore et encore et encore. Donc d'abord, on est un petit peu dans cette zone d'inconfort qui est nécessaire à la transformation d'une habitude, puis petit à petit, ça devient vraiment quelque chose qui est notre seconde nature. Est-ce que vous avez des questions sur ce pouvoir de la résolution? J'ai deux questions. Oui, La Capucine. première, c'est pas sur la résolution, c'est entre le regret et l'antidote concernant une habitude physique qu'on veut changer. J'ai du mal à percevoir la différence entre les deux. Alors, par exemple? Par exemple, si je veux arrêter de me ronger les ongles, le regret, ça va, je vois très bien, mais du coup, j'ai du mal à concevoir l'antidote. Alors, le ronger les ongles, je suis à même d'en parler parce que je connais le problème. Le regret, c'est vraiment de comprendre les fautes qui sont liées à cette action-là. Le pouvoir de l'antidote, c'est essayer de comprendre les causes mentales. Par exemple, là, c'est la fragmentation mentale, ou bien c'est une forme d'avidité aussi, de se ronger les ongles. Il y a une forme de « il faut absolument que je… » Et de comprendre que cette avidité, elle est adventice aussi, elle n'est pas inhérente à l'esprit. Ça peut être appliquer le pouvoir de l'antidote en lien avec le fait de se ronger les ongles. Il y en a plein d'autres, d'antidotes. Il y a savoir le verbaliser aussi, c'est une forme d'antidote. En parler autour de soi, faire des séances de groupe de rongeurs d'ongles, par exemple. Ou bien, on a vu réciter des sutras ou lire des choses sur les addictions aussi. Ça peut être de l'ordre de l'antidote. Là, on n'est pas simplement en train d'observer les fautes des choses, de l'action elle-même, on essaie de comprendre la base mentale et d'apposer l'inverse de cette base mentale. Donc, si c'était de l'avidité qu'on perçoit,
c'est de comprendre que, par exemple, dans l'action de se ronger les ongles, l'avidité, j'essaie de me souvenir en même temps, hein, pour être à même de parler précisément. Euh, L'antidote, c'est de se dire aussi, mais il n'y a pas quelqu'un qui est complètement stressé qui a besoin sans arrêt de se ronger les ongles. Ça, c'est une image de moi aussi. Et en plus, non seulement je perpétue une forme de stress, parce que ça perpétue du stress de se ronger les ongles, parce qu'on a cette chose qu'on doit rendre parfaite sur nos doigts, sans arrêt. C'est comme les chiens qui se... Moi, j'avais un chien qui se léchait jusqu'à s'enlever les poils. Les gens, ils mangent leurs cheveux aussi, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose à enlever, il y a quelque chose à... Et ça, c'est une boucle mentale qui est complètement absurde quand on y pense. Et c'est de comprendre que derrière cette habitude, il y a une personne qui n'est pas vraiment unifiée à ce comportement. Et qu'on peut totalement renverser la tendance et observer l'esprit qui est totalement libre de cette chose-là. C'est comprendre l'auto-identification aussi dans le pouvoir de l'antidote. Ok. Ok. Ouais, c'est plus clair. Et ma deuxième question, c'était est-ce que la résolution peut s'appliquer à du coup une habitude mentale? Parce que ça me paraît beaucoup plus difficile de se résoudre à s'arrêter d'avoir de la colère ou de... Oui, oui, tu as raison. On ne peut pas prendre de vœu d'ailleurs pour s'empêcher d'être en colère. On peut prendre un vœu pour s'arrêter de tuer, par exemple. On appelle ça les vœux laïques. S'arrêter de tuer, s'arrêter de voler, s'arrêter de mentir, des actions verbales. Mais on ne peut pas développer un vœu pour s'arrêter d'avoir de la colère, parce que ce serait un vœu impossible à tenir. On peut couper court à ce que la colère va devenir en termes physiques et verbal, mais on ne peut pas couper court à la colère par une résolution seulement. Pour couper court à la colère, il faut appliquer l'antidote, et l'antidote, c'est vraiment la réalisation de la vacuité. Donc ça, c'est très, très avancé. C'est avancé, mais on ne peut pas avoir de résolution pour s'empêcher totalement d'être en colère. Mais on peut avoir la résolution de faire quelque chose de notre colère. Et de se dire, Oui, mais donc je ça vais quand même... s'applique. Oui, ça s'applique aussi à ne pas passer à l'acte. On Oui, peut ça se dire, s'applique qu'à l'action verbale et physique finalement. oui, ouais, D'accord. plus, oui.